La naïveté est essentielle. C'est-à-dire que quand on écrit un roman, il faut faire comme si on ne savait rien et se poser les questions les plus simples. Il n'y a rien de pire qu'un romancier qui écrit un roman dans lequel, dès la première phrase, on sent qu'il sent tout. Il sait tout. C'est comme un personnage omniscient. Le résultat des courses, c'est que, en finissant le roman, ça nous agace parce que l'écrivain a étouffé la voix du personnage. Et moi, je voulais laisser cette sorte de naïveté à l'enfant qui se pose des questions les plus simples, donne les réponses parfois les plus loufoques et permet à ce moment au lecteur aussi de prendre un moment de sourire. Ce n'est pas toujours évident de rester à lire un livre comme ça au bout d'un moment si on n'a pas un sentiment spécifique, un élément qui nous pousse à rester dans cette lecture de la première jusqu'à la dernière page. Et moi, cela, je ne sais le faire que par le biais de la naïveté, de l'ironie, du rire, de l'humour, de la dérision, de l'exagération. Parce que j'ai vécu dans un monde où mes parents étaient les amateurs de la dérision. Quand on était tout petit, on apprenait la langue française, on était content. 6 ans, on sort des langues, on parle déjà 7, 8 langues ou 10 africaines, et puis on nous réveille le matin, écoutez, allez à l'école, c'est fini les petites langues barbares. Hein? C'est comme ça, ils disaient les parents, vous allez apprendre la langue française. Bon, c'est bien, on rentre, on s'assoit, dictée, on commence à parler, ça sonne bien à l'oreille, on entend les mots, c'est joli. Mais quand on prend un mot en français et qu'on nous dit voilà ce que ça montre comme image, on était déçus. On dit un tel mot comme ça, très beau, et il le gaspille avec une image moche comme ça. Donc l'écrivain africain va se dire, je veux me venger, puisque les Français ne veulent pas poser une belle image à ce mot, je prends leur mot, mais je mets une autre image. Je ne vais pas réviser l'histoire et dire, ben, vous savez, c'est depuis tout petit, moi je savais, je suis né avec les accords du participe passé déjà fait. Non, non, j'étais, disons, pas doué au point de dire que je faisais 0 faute à la dictée, mais je m'intéressais beaucoup à la langue française, donc j'étais un élève moyen, même dans les livres, mais c'est une matière que j'aimais beaucoup, et bien plus tard, c'est plus vers le lycée qu'en m'appliquant, en lisant les classiques et autres, là, j'ai pu me détacher puisque je lisais toujours des livres qui n'étaient pas au programme. Et au moment de la dissertation, le professeur était épaté de voir, mais disons que, bah, attendez, vous avez cité L'étranger de Camus, il n'est pas au programme. Comment vous avez fait? Ben, parce que j'avais pris le bus, je suis allé au centre culturel, j'ai dormi, j'ai lu le livre, j'étais tellement content. Et pendant qu'on nous donne une dissertation, je dis, tiens, je vais épater le professeur, parce que c'était diligenté vers le professeur. Hein. Il dit, j'étais hors sujet, mais lui, il était content. Il y a un qui a parlé d'Albert Camus. La culture générale nous aide à combler les lacunes qu'on a, par exemple, en sciences et autres. On dit, bon, ça va quand même... il n'est pas dans le coup, mais bon, il m'a fait plaisir en me parlant d'Albert Camus. Donc, c'est ça aussi. Donc, quand j'ai des jeunes qui sont devant moi, j'ai dit, insistez sur la culture générale, diversifiez la connaissance. Ne restez pas dans votre discipline, parce que ce n'est pas tous les jours que vous allez parler de la mécanique avec quelqu'un. Alors que si vous avez une généralité dans la culture, la littérature, la peinture, la mécanique, bon, tout de suite, comment ça se répare? Ça va. Mais on peut trouver dans un roman un personnage qui est en train de réparer une voiture. On est dans la mécanique et puis on passera à autre chose. Voilà. Mon père était réceptionniste chez les Blancs dans un hôtel Victory Palace. Donc quand il est ramené, le livre le plus mince, c'était Une saison en enfer, posé au-dessus. J'ai dit, bon, si c'est mince, c'est pour les petits. Donc voilà. Donc c'est vers le livre. Naturellement, un enfant, il va vers le livre mince, avec couverture bien. Parce qu'il ne va pas aller, les bienveillantes, les little, il va fuir. Donc voilà. Donc il va aller vers un tout petit livre. Voilà. Le vieil homme et la mer, c'est tout petit, ça va, je peux y aller. Voilà. L'étranger de Camus, bon, ça va, j'y vais. Le petit prince de Saint-Exupéry, j'y vais quand même. À la recherche du temps perdu, ah non, il n'y va pas. Donc il y a ce processus, ce livre qui était là,
mais accompagné des livres plus iconoclastes, les romans de San Antonio, puisque c'est ça que les Français ramenaient à l'hôtel, voilà, déposaient, bon, ils ont lu, c'est fini, ils jettent, et mon père les prend, ramène à la maison, pose dans un coin, dans l'espoir. Il est comme un perroquet, en principe, puisque c'est le père qui écoute les informations, et comme un dictionnaire qui essaie d'expliquer, et à la mère, puisque ma mère n'est pas allée à l'école, hein, donc, et au petit, il explique, voilà, si on parle du chat d'Iran, parce que, voilà, c'est pas un chat comme vous croyez, mais c'est quelqu'un qui existe, voilà, voilà, il explique un peu l'information de A à Z. Et cette information mondiale vient de la voix d'un journaliste de la radio américaine, La Voix de l'Amérique, et ce journaliste, Roger Guy Folly, qui m'a obsédé durant toute la jeunesse, le recherchant. Et finalement, ce livre, c'est aussi un livre de rencontre. Un jour, je reçois un coup de fil de Washington. Je crois que c'était à l'apparition, à peu près un mois après l'apparition du livre, donc vers mi-septembre. On m'appelle pour me dire, est-ce que vous ne voulez pas faire une émission avec Roger Guy Folly? Je dis, mais comment Roger Guy Folly parce que moi, j'étais dans le roman, je me suis dit, bon, peut-être que c'est mon imagination aussi, j'ai ajouté dans ma vie. Mais non, non. J'ai dit, mais Roger Guy Folly, il est là, il existe. Oui, 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 il est là. Et actuellement, il est à Paris en vacances. Ah là, mon sang en fait contour. Je dis, oui, on va vous envoyer dans un studio quelque part, vous allez être là et on fait une émission en duplex pour rappeler ces années 70. Lui, il va parler de son expérience de la radio et vous, comment vous l'écoutiez quand vous aviez une dizaine d'années. Donc, on me passe son numéro, on lui passe mon numéro. Mais avant, Roger Guy Folly me dit, écoutez, je suis en train de lire le livre, je le finis demain, on va se voir, on prend un café la veille de l'émission pour faire connaissance. Je dis, ben d'accord, on va prendre un café pour faire la connaissance à la veille de l'émission. Et alors, il me fixe un rendez-vous à l'Indiana Café qui est à côté de la gare de l'Est à Paris. Bon, je dis, bon, un Américain, Indiana Café, peut-être qu'il est de l'Indiana, c'est normal. Je prends le métro, j'arrive, je rentre, il y avait quelques personnages qui traînaient, tout. Je balais du regard, je me dis, bon, sachant qu'à l'époque, je devais avoir une dizaine d'années, lui, journaliste, donc je lui donne au maximum entre peut-être 30, 35 ans ou quoi. Bon, disons 35 ans plus tard, donc il doit être dans les 75, peut-être 80 et quelques, voilà. Donc je m'attendais à voir quelqu'un de plus fatigué, quelque part dans ce genre-là. Un blanc fatigué, tranquille. Ben, j'ai dit, bon, d'accord, je rentre. Effectivement, je balaye la salle, je ne vois pas à peu près un blanc dans ses âges fatigué. J'ai dit, ben non, c'est pas possible, je tourne en rond, je regarde comme ça. Et puis, je vois au fond un vieil homme qui lisait tranquillement le journal. Je dis, mais ça ne peut pas être lui. J'avance vers le monsieur, je dis, excusez-moi, c'est vous, Roger Guy Folly? C'est vous, alors je dis oui. Et la question immédiate, je dis, mais vous êtes noir. Il était noir. Et il dit, mais quoi? Parce que vous avez toujours cru que j'étais blanc. J'ai dit, mais oui, mais vous parlez à la radio américaine, donc pour moi. Et non, 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 je suis noir, comme vous le voyez, et je suis d'origine togolaise. Et là, j'ai failli tomber l'imaginaire. Donc c'est pour ça que je trouve même naturel que j'ai gardé, même dans le récit, l'esprit que c'était un Américain qui était blanc. Ce pouvoir de fiction, si on réussit à le garder depuis son enfant jusqu'à l'âge adulte, c'est ça qui va faire de nous l'écrivain. On va partir d'un fait ordinaire et on va inventer en quelque sorte une vie. Il y a une nostalgie aussi dans l'écriture. Mais je pense que l'oralité, elle existe aussi un peu partout, même dans la langue française. Dans l'histoire de la littérature française, les chansons de Roland, les troubadours, tout cela, ça relève de l'oralité. Chaque société, à une étape donnée, est passée par la période de la littérature orale. Nous avons peut-être eu la spécificité en Afrique parce que pendant longtemps, nous avons cru et nous croyons toujours en la force de la parole. C'est-à-dire que ce qui est dit est plus
dangereux ou plus bénéfique que ce qui a été écrit, puisqu'on peut déchirer le papier, mais la parole ne peut pas être déchirée en quelque sorte, parce que celui qui va dire la parole est nécessairement quelqu'un qui vient d'une lignée de ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les maîtres de la parole. La parole étant essentielle, les paraboles, les mythes vont fonder cette parole. Moi, je cherche toujours le lien entre les deux. Parce que je sais, si moi, je peux comprendre les réalités de l'Afrique, il n'est pas exclu que quelqu'un qui est de l'Asie puisse le comprendre ou quelqu'un qui est de l'Océanie. Il n'y a pas de civilisation fermée. Celui qui est ouvert à la rencontre entre dans n'importe quelle civilisation. L'essentiel est qu'il y aille sans préjugés. Donc je pense que je ne cherche même pas parfois à forcer les choses. Elles viennent de manière presque naturelle. Je dis, il y a beaucoup de choses dans, dans les civilisations africaines, eh bien, je les prends. Il y en a chez les Occidentaux, je les prends. Il y en a aussi chez les Asiatiques, je vais en chercher à gauche et à droite par le biais de leur littérature, par la connaissance de leur culture, par leurs rites. C'est ça la chose. Je veux savoir c'est quoi le bouddhisme, je veux savoir c'est quoi l'animisme, je vais même jusqu'à chez les Indiens. Je cherche les civilisations parfois les plus éloignées et je finis par trouver qu'il y a un lien commun dans ces sociétés, qu'on se développe en général de la même manière, mais maintenant, les échanges vont tout peut-être ramifier. J'ai laissé tout simplement parler cet enfant. Je me suis dit, il a le droit de parler. J'ai suffisamment parlé à sa place. Et donc, je me suis rappelé comment j'étais lorsque j'étais enfant, quelles sont les questions fondamentales qui me préoccupaient à cette époque-là. Et quel était le degré de savoir que nous avions. Dizaines d'années, le petit Africain, il était déjà aguerri de beaucoup de questions. Parce que, ayant appris même la langue directement à l'écrit, l'écrit, c'est sacré en quelque sorte en Occident. C'est là où on cache tout le savoir. En quelque sorte, pour ça, on disait, si vous voulez savoir qui est le blanc, lisez leurs livres. Merci beaucoup, Alain Mabankou, mais c'est moi. Cette rencontre. Merci à vous aussi. Merci. Oui.